Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on plonge dans une période absolument charnière de l'histoire de France, les années 1870 à 1914. C'est une époque fascinante, pleine de progrès éblouissants, mais aussi, et c'est très important, de profonds conflits sociaux. Et c'est justement ce contraste, ce paradoxe qu'on va essayer de décrypter ensemble. Regardez bien, cette période qu'on a baptisée bien plus tard la Belle Époque, elle pose un problème fondamental et c'est ce qui va être au cœur de notre analyse. D'un côté, on a l'image d'Épinal, une modernité triomphante qui s'affiche fièrement lors des expositions universelles. Et de l'autre, eh bien, on a une réalité beaucoup plus sombre, beaucoup plus dure, marquée par des luttes sociales extrêmement violentes, comme la répression sanglante de Fourmise. Du coup, pour vraiment comprendre cette ère complexe qui est au programme de première, il faut se poser la bonne question, la bonne problématique. La voici. Comment est-ce que les énormes transformations de l'époque révèlent à la fois les espoirs, les promesses du projet républicain, mais aussi ses contradictions, parfois même violentes? C'est ce fil rouge qui va nous guider. Alors voilà comment on va avancer. D'abord, on va se pencher sur cette fameuse Belle Époque et ses contrastes. Ensuite, on verra comment le monde du travail se transforme. Troisième point, on écoutera les nouvelles voix qui se font entendre, on fera ensuite une étude de cas précise sur Fourmier, un excellent entraînement pour le bac, et on terminera par une petite synthèse des points clés à retenir. C'est parti. Première partie donc. On va commencer par la façade, la vitrine. C'est cette incroyable vague d'innovation qui a vraiment forgé l'image que l'époque avait d'elle-même. Il y avait une sorte de foi absolue dans le progrès. Il faut bien imaginer le bouleversement. Les avancées techniques et scientifiques transforment la vie de tous les jours. Pensez-y, la fée électricité qui illumine les villes, les débuts du cinéma, les révolutions médicales de Pasteur. Tout ça nourrit un immense sentiment de confiance en l'avenir. C'est ce qu'on appelle le positivisme, cette croyance, cette conviction que la science et l'industrie vont mécaniquement apporter le bonheur à toute l'humanité. Et les expositions universelles, ce sont un peu les grandes messes de cette nouvelle religion du progrès. Elles sont là pour mettre en scène la grandeur de la France et surtout de sa capitale, Paris. Imaginez, des millions de gens qui viennent du monde entier pour admirer la Tour Eiffel, le Palais de l'Électricité. C'est une vitrine absolument spectaculaire de la puissance industrielle, mais aussi coloniale de la France. Mais il faut tout de suite nuancer. Attention, cette grande célébration de la modernité, elle a une face bien plus sombre. Ce qu'on présente à l'époque comme une curiosité instructive cache en fait une réalité brutale. On exhibe des peuples colonisés dans de véritables zoos humains. Cette citation d'un journal de l'époque est terrible. Elle nous montre le racisme ordinaire, profondément ancré dans les mentalités, où l'autre, le colonisé, est réduit à un objet d'étude, une preuve vivante de la prétendue supériorité de la civilisation européenne. Allez, on quitte les fastes parisiens pour regarder les réalités économiques et sociales de la majorité des Français. Loin des lumières de la ville, comment est-ce qu'on vit? Comment est-ce qu'on travaille en France à cette époque? Ce qu'on voit tout de suite sur ce graphique, c'est que l'image d'une France déjà totalement industrielle est fausse. En 1914, le pays reste encore profondément rural. Les paysans représentent une part très importante de la population active. Et si le monde des campagnes commence à se moderniser, ça se fait à un rythme très, très lent. Les vieilles structures sociales y sont encore très présentes. Maintenant, allons voir dans les grands centres industriels, comme le Creusot. Là, on a la famille Schneider, des géants de la sidérurgie, qui mettent au point un système très particulier pour contrôler leur main-d'œuvre, le paternalisme. Mais cette vision du patron bienfaiteur est très contestée. Pour un socialiste comme Jean-Baptiste Dumay qui a travaillé là-bas, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour lui, le Creusot, c'est un bagne industriel, une prison. Et en fait, ce système est très ambivalent. D'un côté, oui, il offre une certaine sécurité, des avantages sociaux, un logement, une école, un hôpital, c'est indéniable. Mais de l'autre, il place les ouvriers dans une situation de dépendance totale vis-à-vis du patron. C'est lui qui contrôle leur vie privée, leurs opinions politiques, l'éducation de leurs enfants. Et bien sûr, cette absence de liberté, ça va provoquer d'énormes conflits sociaux. Logiquement, donc, la période voit la montée en puissance du mouvement ouvrier. La loi Waldeck-Rousseau de 1894, qui légalise les syndicats, est une date clé. Ils deviennent des acteurs incontournables des luttes sociales. Mais ces tensions, elles prennent parfois des formes beaucoup plus laides. On assiste à des explosions de violences xénophobes, comme à Aigues-Mortes, où la peur de la concurrence économique entre travailleurs mène au massacre d'ouvriers immigrés italiens. Et puis, il n'y a pas que les luttes de classe. Une autre bataille, tout aussi profonde pour l'égalité, est en train de prendre forme. C'est celle des femmes, pour la reconnaissance de leurs droits les plus élémentaires. Ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. La Troisième République a beau inscrire égalité sur les frontons de ses mairies, dans les faits, c'est une société fondamentalement patriarcale.
Le Code civil de Napoléon, qui date de 1804, est toujours en vigueur et il place les femmes dans une situation d'infériorité juridique totale. Elles sont considérées comme des mineurs à vie. Concrètement, ça veut dire pas de droits politiques, pas d'autonomie financière. Mais attention, ça ne veut pas dire que les femmes acceptent cette situation, loin de là. Des pionnières, des suffragettes se battent sans relâche. Et elles sont intelligentes. Elles utilisent les propres outils de la République, comme la liberté de la presse ou la liberté d'association pour faire entendre leur voix. Leurs actions sont parfois spectaculaires, comme la grève de l'impôt lancée par Hubertine Auclair ou le combat acharné de Jeanne Chauvin pour avoir le droit d'exercer son métier d'avocate. Ce sont des combats exemplaires. Bien. Maintenant, on va faire un peu de méthode, type bac. On va appliquer ce qu'on vient de voir à un événement précis, un événement tragique qui, à lui seul, cristallise toutes les tensions de l'époque, la fusillade de Fourmies en 1891. Voici la question d'analyse, et attention, le but du jeu ici, ce n'est pas juste de raconter ce qui s'est passé. C'est de montrer ce que cet événement nous apprend sur les failles, sur les contradictions du modèle républicain de l'époque. Les faits, d'abord, sont terribles. On est à Fourmies, une petite ville textile du Nord. Le 1er mai, l'armée tire sur des manifestants, des ouvriers, des ouvrières, qui défilaient pacifiquement pour réclamer la journée de travail de 8 heures. Le bilan est très lourd, 10 morts, dont 8 jeunes de moins de 21 ans. La mort de jeunes femmes et d'enfants provoque une véritable onde de choc dans tout le pays. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est d'analyser les réactions. Elles sont un miroir des fractures de la société française. D'un côté, vous avez un journal proche du pouvoir, Le Temps, qui essaye de minimiser le drame et qui, de manière assez abjecte, met en cause la moralité des victimes. En face, la journaliste féministe Séverine explose de colère face à cette misogynie. Et enfin, une grande figure politique comme Georges Clemenceau dénonce la responsabilité de l'État. On le voit bien, cet événement révèle au grand jour l'immense difficulté de la République à gérer ce qu'on appelle alors la question sociale. Bon, pour finir, on va se faire une petite synthèse bien structurée. Voyez ça comme une sorte de boîte à outils pour le jour où vous aurez une composition ou une étude de documents sur le sujet. Alors on récapitule. Il y a 4 notions, 4 concepts à maîtriser absolument. Premièrement, le positivisme, cette foi dans le progrès. Deuxièmement, le paternalisme, ce système de contrôle des ouvriers. Troisièmement, le syndicalisme, l'organisation collective des travailleurs. Et enfin, le suffragisme, le combat pour le droit de vote des femmes. Ensuite, les acteurs clés. C'est toujours bien de pouvoir mettre des noms sur les idées, ça rend les arguments plus concrets, plus vivants. Il faut connaître le leader socialiste Jean Jaurès, bien sûr, la famille Schneider comme symbole du paternalisme industriel, et des pionnières comme Hubertine Auclair ou Jeanne Chauvin pour le féminisme. Et donc, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est ce qui suit. L'expression « belle époque », en fait, c'est un piège. Le piège à éviter absolument, c'est de décrire cette période comme un bloc uniforme, heureux et progressiste. Non, il faut systématiquement montrer les 2 faces de la médaille, la vitrine et l'envers du décor, le progrès et les conflits. C'est ça une analyse nuancée. Pour conclure, on peut dire que cette période de changement intense, elle a laissé un héritage extrêmement complexe. Toutes les questions qui se sont posées avec tant de force entre 1870 et 1914, la question sociale, la question politique, la question du droit des femmes, eh bien, elles ne vont pas disparaître avec la guerre. Au contraire, elles vont continuer de hanter et de façonner la France pour des décennies. C'est d'ailleurs une excellente piste d'ouverture pour une composition.